Merci Jonathan. Alors, bon, après ça va être un peu, je dirais, pas évident de démarrer sur ces questions. Bon, ceci dit, pour une école de la médiation scientifique, se poser la question de ce qui fait science finalement et des critères qui peuvent déterminer si un énoncé est scientifique ou pas, a paru vraiment important. Alors, l'idée c'est que ce soit dynamique, donc n'hésitez pas à poser des questions en direct. Attendez pas la fin, posez les questions en direct. Et puis, si jamais je suis un peu long, ben, tant pis, vous aurez la fin de la présentation, mais je préfère qu'on fasse quelque chose de dynamique. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis professeur à l'UGA, je traîne dans pas mal de services, le centre spatial, l'IPAG, qui est le laboratoire de planétologie et d'astrophysique, et je suis directeur scientifique de la Maison pour la Science en Alpes-Dauphine. Alors, la question de qu'est-ce qui fait science, c'est une question compliquée. C'est une question qui est absolument pas simple. Et si on prend la fiche Wikipédia sur la science, on se rend compte que ça reste pas simple. Si on prend la définition de Francis Bacon, on dit que c'est une séquence qui se réalise par étapes avec des phases d'observation, voire d'expérimentation, des phases de théorisation. Alors un premier commentaire, théorisation, c'est un terme que j'aime pas. Et on va plutôt utiliser modélisation. Je vous expliquerai pourquoi. Ensuite, bien sûr, reproduction, voire prévision, et puis résultat. Et puis, peut-être encore moins facile à lire, par Peirce, qui a repris Aristote, on parle d'abduction, déduction, induction. Bon, ça reste relativement obscur comme ça. Malgré tout, ce qu'on voit, c'est que ce qui fait science, avant tout, ce sont des méthodes. Et donc, on va essayer de voir quelles sont ces méthodes. Et finalement, ce qui va permettre de distinguer un énoncé scientifique d'un énoncé qui n'est pas scientifique, ce sont des méthodes. Alors, dans ces définitions, il y a un point qui est important, c'est qu'en général, la démarche est bouclée. C'est-à-dire que si la mise à l'épreuve des faits, par exemple, pour un modèle est négative, on reprend d'autres hypothèses, on développe de nouveaux modèles, ou on réévalue éventuellement le dispositif expérimental si on en a eu besoin. Et donc, on a une démarche qui est bouclée, ce qui signifie que quelque part, la science va être quelque chose d'infini. On n'aura jamais tout résolu. Vous savez, une anecdote, au 19e siècle, en physique, on disait, bon, il nous reste 2-3 problèmes à résoudre, et puis on a fait toute la physique, on a fini la physique. Bon, dans ces 2-3 problèmes, il y avait par exemple l'effet photoélectrique qui a donné lieu à toute la quantification, et puis il y avait les problèmes d'incompatibilité entre les équations de Maxwell et la mécanique newtonienne, qui a donné lieu à toute la relativité. Donc en fait, à chaque fois qu'on résout un problème, en général, on ouvre un champ. Et donc, c'est vraiment un point important. Alors, on va démarrer sur des mots barbares. On va parler d'inférence. Donc une inférence, qu'est-ce que c'est ? C'est une opération qui consiste à admettre une proposition en raison de son lien avec une proposition préalable qu'on considérera comme vraie ou tenue pour vraie. Alors, c'est relativement obscur, et donc on va déduire, on va dire, décliner ces notions d'inférence. Dans les inférences qu'on fait, je ne vais pas commencer par la première, mais la deuxième, et sans doute la plus évidente, c'est la déduction. On a un certain nombre de paramètres ou de données, et puis on va en déduire quelque chose. Ça reste relativement simple. C'est une forme d'argumentation, en fait, et anecdotiquement, il y a une forme canonique de la déduction, c'est le syllogisme, qui parfois peut être aberrant. En science, en fait, la déduction, et on va s'en rendre compte, est assez peu productive. Et on va très souvent faire des inductions. Des inductions, c'est passer du particulier au général. Donc, je reviendrai dessus, mais en fait, si je dis... l'essentiel, ou la totalité des corbeaux que j'ai vus sont noirs, donc tous les corbeaux sont noirs. Ça, c'est une induction. Et c'est vrai jusqu'à ce qu'on trouve un corbeau qui n'est pas noir. Et puis, il y a une opération qui est très intéressante qu'on appelle l'abduction. Alors l'abduction, c'est ce qui est utilisé très très fortement en médecine, puisqu'on a un certain nombre de symptômes et on va essayer de remonter dans une logique inverse aux causes de ces symptômes. Et donc l'abduction, c'est de dire, j'ai un fait B, on sait que A donne B, et donc il y a A. Voilà.
j'ai un symptôme, j'ai mal à la tête, par exemple, et puis on essaye de trouver quelle est la maladie qui crée ce symptôme. Alors l'abduction, c'est beaucoup utilisé dans les classes. Vous avez un précipité blanc. On sait que le précipité blanc, c'est telle réaction, donc on avait ça. Sauf que parfois, ce n'est pas le cas, parce qu'il peut y avoir plusieurs solutions. Alors, ça, c'est vraiment un point qui est important. En sciences expérimentales, l'abduction est très, très utilisée, mais elle est abusive. En fait, elle confond si et seulement si, ou l'équivalence, avec l'application. On peut aussi dire qu'elle confond une application et une bijection. Alors on peut parler de corroborer, on peut parler de vérifier, on peut parler d'éprouver, mettre à l'épreuve, il y a tout un tas de vocabulaire autour. Mais en fait, l'abduction, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise beaucoup, mais qui doit être pris avec prudence, au même titre que l'induction. L'induction est extrêmement dangereuse, parce que ça permet de partir de sa propre expérience, en fait. Or, quelqu'un va dire il fait froid cette semaine, donc il n'y a pas de réchauffement climatique. Ce serait une induction. Mais bon, ça ne marche pas là, dans ce cas-là. Donc il faut faire attention avec les inductions. Donc si on résume, on peut avoir des systèmes de déduction. Donc P donne Q, on a P, donc on a Q. Ou si P donne Q, donc on n'a pas P, donc on n'a pas Q, etc. Il y a un processus qui est très intéressant, c'est le processus E, qui est le processus d'analogie. On a P donne Q, et puis on a P' qui est proche de Q. Avoir Q' qui est assez proche de Q. Ça, c'est le système d'analogie, et on travaille beaucoup avec des analogies en sciences. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et puis, donc l'induction, Q est observée de nombreuses fois, ou la totalité des fois, à la suite de P, donc P donne Q. Et ça, c'est c'est à apprendre avec prudence, et pourtant, en science, on raisonne très très souvent par induction. Donc en fait, ce qu'on a, on arrive à avoir des énoncés du type tant qu'on n'aura pas prouvé le contraire, ça reste valable. Et c'est effectivement quelque chose qui est important. Alors, la science, on peut la considérer comme une espèce d'aller-retour entre de l'expérimentation et de la modélisation. Le terme théorisation vraiment est trop restreint, et donc il vaut mieux utiliser modélisation, parce qu'on va générer un modèle, quel que soit le modèle. Donc ça peut être un modèle expérimental, ça peut être un modèle théorique, mathématique, mais on va utiliser la plupart du temps un modèle, en fait, de ce qu'on a. Et en fait, ce qui est très intéressant dans la notion de modèle, c'est que ça pose tout de suite le fait qu'un modèle n'est pas exact, c'est un modèle. Et que la plupart du temps, il est rarissime qu'on ait des modèles exacts. La plupart du temps, ça n'existe pas. Alors l'expérimentation. Alors d'abord, quand on travaille sur l'expérimentation, on a vraiment deux classes distinctes. Il y a l'observation et il y a l'expérimentation en elle-même. En gros, l'observation, ça a souvent trait au phénomène naturel, et on va regarder ou mesurer quelque chose. Ce n'est pas la même chose, regarder et mesurer. L'expérimentation, ça consiste à monter un modèle, un dispositif qui va être limité et qui va reproduire un phénomène. Alors bien sûr, quand on monte un tel dispositif, il faut faire attention à tous les paramètres de contrôle extérieurs qui peuvent perturber le dispositif, par exemple la température. Lorsqu'on monte une expérience, il peut advenir qu'elle soit sensible à la température. Ça peut être le cas dans plein de domaines. Et donc, il faut faire extrêmement attention à ces paramètres de contrôle. Or, dans certains cas, on a tellement de paramètres de contrôle que ça devient très complexe. Notamment en biologie ou en médecine, il devient extrêmement complexe d'avoir une idée de tous les paramètres de contrôle qu'il y a autour. Et donc, on fait ce qu'on peut. Mais ça reste un modèle. Ça reste un modèle expérimental. Alors pour le coup, une observation ou une expérience, pour être conclusive, doit être répétable. C'est-à-dire que si on l'a fait plusieurs fois, sur un dispositif, éventuellement avec des opérateurs différents, mais sur un dispositif, il faut que le résultat soit le même. Et elle doit être reproductible. Reproductible, c'est presque la même chose, mais sur un dispositif différent. Et c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, l'avantage de changer de dispositif, c'est que ça permet d'éliminer tous les biais qui seraient dus au dispositif lui-même et qu'on n'aurait éventuellement pas vu. Et donc,
être reproductible est beaucoup plus fort que d'être répétable. Et ça, c'est vraiment un point important. Et donc, il faut qu'il y ait les deux conditions pour qu'on puisse être conclusif. Ce que ça veut dire, c'est que par exemple, si vous avez fait une expérience, vous avez trouvé un truc super, vous faites une publication. Quelque part, ce ne sera conclusif que quand quelqu'un d'autre aura publié sur le même sujet que vous. Je vais juste pousser l'ordinateur qui ne se fasse pas cogner par la fenêtre. Sur le même sujet que vous, ça sera beaucoup plus fort s'il a retrouvé le même résultat que vous. Donc, une seule publication, pour le coup, n'assure pas la reproductibilité du système. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, en fait, quand on observe ou quand on met en place un dispositif, on va avoir besoin de mesurer. Et un premier warning, c'est que voir, ce n'est pas mesurer. D'abord parce qu'on peut avoir des illusions d'optique. Et puis ensuite parce que, lorsqu'on veut mesurer, on associe une quantification à ce qu'on veut mettre en évidence. Donc on objective un paramètre ou plusieurs. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça permet d'évaluer l'importance ou non de ce paramètre-là. Et donc, quand on veut, par exemple, savoir si la fonte des neiges va avoir un rôle sur le réchauffement climatique, on est obligé de quantifier le forçage en watts par mètre carré qui est lié à la fonte des neiges due à la réduction de l'albédo. Mais derrière chaque mesure, il y a un ou des phénomènes. C'est-à-dire qu'en fait, la mesure en elle-même contient un phénomène. C'est extrêmement important. Dès qu'on mesure, on met en œuvre un phénomène. Ça, c'est vraiment... Et par exemple, si on passe un aimant à côté d'une balance électronique, vous pouvez vous amuser à le faire, et ça perturbe la mesure. Donc, la mesure en elle-même peut être entachée de biais et d'incertitudes. Il y a toujours des incertitudes, il peut y avoir des biais. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc les biais, on essaye de les éliminer en calibrant les données. C'est extrêmement fondamental. La calibration, c'est un problème qui est majeur en sciences expérimentales. Il faut savoir que les incertitudes, on pourra essayer de les réduire, mais on en aura toujours. Donc on n'arrivera pas à éliminer l'ensemble des incertitudes. Il y en aura toujours. Et donc la mesure, quand on la répète, on va commencer à la considérer comme une variable statistique en elle-même. Et puis, bien évidemment, parfois on parle de données brutes, et puis on va essayer d'extraire une information de la donnée brute. Ça, c'est quelque chose d'important. Et donc il y a toute une étape de ce qu'on appelle le data processing, ou le traitement des données. Et cette étape peut elle-même introduire des biais. Et donc il faut faire extrêmement attention dans le traitement des données qu'on applique sur les biais qui peuvent être introduits par ce data processing. Et éventuellement, on pourrait même considérer que c'est presque une expérimentation, ce data processing, et donc se dire il faut que ce soit reproductible, éventuellement avec des personnes différentes qui le font. Alors, voilà, une fois qu'on a posé ces bases, il est extrêmement important de comprendre comment le monde de la recherche scientifique est organisé. Et ça, c'est une organisation qui est mondiale. Les chercheurs sont, la plupart du temps, dans des institutions, publiques ou privées, très souvent publiques. Et c'est extrêmement important. Un chercheur tout seul dans son coin, dans son garage, attention, il y a des précautions à prendre parce qu'il n'a pas la reconnaissance de son institution. Et la reconnaissance de son institution est quelque chose de fondamental. Voilà, donc le chercheur lambda trouve des choses intéressantes ou fait progresser une connaissance et il publie, où ils exposent leurs résultats. Il y a un point qui est fondamental, c'est que dans ce processus, lorsqu'on publie un résultat, il y a une relecture par des pairs du domaine. C'est une grosse partie du travail, c'est très long et c'est souvent très peu valorisé, mais cette relecture par les pairs est extrêmement importante, c'est un très bon filtre. Mais, comme tout filtre, c'est un filtre imparfait. Parce que son gamin n'était pas très en forme quand il a fait la relecture, ou il était pressé, ou elle était pressée, ou enfin, peu importe. Mais c'est incomplet et imparfait. Alors d'ailleurs, il y a des questions autour de ça. Vous savez que quand vous êtes relecteur d'un article, eh bien,
le relecteur est anonyme, il peut éventuellement sortir de son anonymat à la fin du processus. Par contre, les auteurs ne sont pas anonymes. On pourrait poser la question du double anonymat, c'est-à-dire qu'il faudrait que les auteurs soient anonymes. On s'est rendu compte que ça générait plus de bruit que si ce n'était pas le cas. Parce que finalement, la première proposition du chercheur qui est dans une institution, donc si on ne sait pas du tout d'où il parle, eh ben, ça génère plus de mauvaises publications que lorsqu'on connaît le nom. Donc finalement, le double anonymat est une question qu'il faut prendre avec prudence. Il y a aussi l'idée de mettre en débat, c'est-à-dire que la publication est accessible en ligne et qu'elle puisse être itérée. Et donc là, il y a des choses à améliorer. Le filtre n'est pas parfait. Puis comme je le disais tout à l'heure, une publication ne suffit pas à établir une connaissance. C'est un ensemble de publications qui va permettre d'établir une connaissance. C'est ce qu'on appelle un corpus. C'est une notion qui est mal définie. Mais il y a malgré tout un corpus qui est le mieux défini, tout domaine scientifique confondu, ce sont les rapports du GIEC. Puisque finalement, le but du GIEC, ça a été ça. Ça a été de mettre ensemble les chercheurs qui travaillent sur la question climatique pour qu'ils fassent l'état le plus complet possible des connaissances et qu'ils en fassent un retour. Il faut noter d'ailleurs qu'en tant que membres du GIEC, ils ne font pas de recherche dans le GIEC. Ils ne font qu'établir le corpus, en fait. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, puisque finalement, le statut du GIEC, c'est un corpus scientifique. Et c'est le mieux établi, tout domaine scientifique confondu. Et il y a vraiment un enjeu à faire un corpus. Et alors, une fois qu'un corpus est établi, il faut bien avoir en tête que ça ne représente pas la vérité avec un grand L. C'est l'état des recherches à un moment donné. Ça ne veut pas dire qu'il est interdit de remettre en cause le corpus. Par contre, on ne le fait pas n'importe comment. C'est-à-dire que mon oncle Gégé, dans son garage, on peut se méfier quand il se met en tête de remettre en cause le corpus. Par contre, s'il y a des groupes de chercheurs qui disent « Ah oui, mais attention, ils sont peut-être trompés à cet endroit-là, et puis on va faire des expériences, on va suivre la méthode », eh bien là, pourquoi pas. Et d'ailleurs, le rapport du GIEC est mis à jour régulièrement parce que les connaissances évoluent. Donc on peut remettre en cause un corpus, mais on ne le fait pas n'importe comment. Il y a un point qui est très important, c'est que quand on est chercheur, on est très souvent aussi expert. Et quand on est, par exemple, membre du GIEC, eh bien c'est notre qualité d'expert qui est utilisée. Par contre, quand on est dans notre laboratoire à aller gratter des connaissances pour aller un peu plus loin, là, on est chercheur. Et ce n'est pas la même chose. C'est souvent les mêmes personnes, mais ce n'est pas la même chose. La démarche n'est pas du tout la même, puisque dans un cas, on essaye d'établir une connaissance, l'état des connaissances. Dans un autre cas, on va aller plus loin que les connaissances elles-mêmes. Et ça, c'est vraiment un point qui est fondamental. Et justement, et pour revenir à l'importance des institutions, attention aux experts autoproclamés. Les experts autoproclamés n'ont pas cette vision, ce regard par les pairs. Éventuellement, ils ont un regard médiatique, mais on ne parle pas du même plan. Ils n'ont pas ce regard des pairs. Et ce regard des pairs, il est fondamental. Donc, les experts autoproclamés doivent être pris avec précaution. En fait, la recherche, c'est aller au-delà du corpus. C'est le remettre en cause, le conforter, aller le pousser plus loin. Éventuellement, ça peut être aussi, et ça c'est un point important, c'est sur la base du corpus, développer des techniques dérivées, des innovations. Donc c'est encore aller plus loin, mais c'est par exemple pour en développer des applications. C'est aussi parce qu'il peut y en avoir, résoudre les contradictions du corpus. Hop, je ramasse le badge. Ces contradictions du corpus, par exemple au XIXe siècle, ben voilà, il y avait des problèmes entre la mécanique newtonienne et les équations de Maxwell, et il a fallu résoudre cette contradiction du corpus. Actuellement, par exemple, dans le modèle standard de la physique, à la fois côté expérimental et côté théorique, il y a des contradictions que les gens essayent de résoudre et essayent de pousser. Ce sont des contradictions assez intéressantes, donc ça pousse les choses assez loin, mais ils essayent de travailler pour voir si on n'a pas besoin d'aller plus loin dans ce modèle standard. Donc c'est vraiment important. Voilà, le côté expert et le côté chercheur ne sont pas les mêmes. Et ces deux plans-là, alors bien sûr,
Ce qui est intéressant, c'est que souvent, ce sont les mêmes personnes. Parce qu'il faut un haut niveau de connaissance pour être chercheur, et il faut un haut niveau de connaissance aussi pour être expert. Mais ils ne sont pas dans le même rôle. Ces personnes-là ne sont pas dans le même rôle. Alors, une fois qu'on a dit ça, on va passer sur des critères méthodologiques. Alors, premier warning, attention, les critères méthodologiques sont très souvent dépendants du domaine dans lequel on travaille. Ce ne sont pas les mêmes en médecine et en physique théorique. Et puis, bien évidemment, en sciences humaines et sociales, les méthodologies sont légèrement différentes. Donc, je ne les aborde pas ici. Je vais les laisser de côté parce que d'abord, ce n'est pas mon domaine d'expertise. Et ensuite, effectivement, les méthodologies sont vraiment différentes. Mais malgré tout, dans les sciences type physique, biologie, etc., il y a des constantes. Alors dans ces constantes, il y a ce qu'on a déjà dit, la répétabilité, la reproductibilité ou les reproductibilités. Et alors il y a un point, je l'ai mis en gras parce que c'est vraiment le point clé de ce qui va distinguer un énoncé scientifique d'un énoncé qui n'est pas scientifique, c'est ce qu'on appelle la réfutabilité. La réfutabilité, au sens de Karl Popper, c'est l'idée qu'une connaissance nouvelle doit pouvoir être réfutable par un dispositif expérimental ou par une observation. Et en fait, ce critère-là est un critère clé de ce qui fait science ou non. Ce que ça veut dire, c'est que quand on écrit un article scientifique, il faut qu'on décrive toutes les conditions, notamment expérimentales, ou les conditions du modèle, pour pouvoir avoir la capacité à être réfutable. C'est-à-dire qu'il faut qu'on détaille tout ce qui est dit pour pouvoir être réfutable. Et alors, être réfutable, c'est vraiment donner les moyens de se faire contredire. C'est paradoxal, quand on énonce quelque chose en science, en général, on dit la première chose qu'on dit, c'est bon, dites-moi que j'ai tort. Et ça, c'est extrêmement important. C'est ce qui s'est passé notamment lorsqu'Einstein a émis les modèles relativistes. Et ça a été vraiment quelque chose de fondamental dans sa démarche. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on se positionne en général dans un paradigme, c'est-à-dire que notre science est ancrée dans des espèces de vérités qu'on ne remet pas en cause. Et parfois, on est obligé de les remettre en cause, c'est ce qu'on appelle une crise, c'est-à-dire que, par exemple, le passage de la mécanique newtonienne à la relativité, ça a été une crise parce qu'il y avait un moment où ça coinçait très fortement et où il a fallu qu'on remette en cause le paradigme newtonien, qui pourtant avait donné des résultats incroyables puisqu'on avait découvert Neptune grâce à ça. Donc, c'était extrêmement difficile de remettre en cause ce paradigme au sens de Thomas Kuhn. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y a toujours le côté d'où on parle, c'est ce que j'ai déjà dit. C'est-à-dire que l'institution dans laquelle on est a un poids. Et c'est extrêmement important, ne serait-ce que parce que si on répète des bêtises dans notre institution, au bout d'un moment, l'institution va nous taper sur les doigts. Donc finalement, c'est une sécurité, cette institution. C'est une espèce de garde-fou. Et donc ce d'où on parle, il est vraiment important. Et puis, même si on se place dans un paradigme, il faut faire attention. Il y a eu des philosophes, notamment Paul Feyerabend, qui ont essayé de développer une espèce de théorie d'un relativisme absolu. Alors ce relativisme absolu, c'est de dire on n'a pas de critères pour déterminer ce qui est scientifique ou non, en fait, finalement. Alors, la réfutabilité, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Donc, c'est un bon critère, mais il n'est pas suffisant. On peut dire des bêtises, même si elles sont réfutables. Et donc, Paul Feyerabend a développé quelque chose qui est de l'ordre d'un relativisme absolu. C'est un point de vue qui est très, très dangereux, notamment à l'heure actuelle, où finalement, quand on tombe dans un relativisme absolu, on peut dire n'importe quoi. Malgré tout, là où ces développements sont intéressants, c'est qu'il y a des biais humains derrière un énoncé. On est malgré tout une science humaine et que dans l'humanité, il y a des biais, forcément. On peut pas éviter ces biais. Et donc, voilà, il faut être prudent. Il y a des conditions nécessaires, mais il faut savoir qu'on a des biais et que derrière un énoncé, il y a toujours le biais de la personne qui l'a émise. Alors, cette notion de paradigme, elle est importante, elle a été développée par Thomas Kuhn, et c'est en gros ce qui représente les bases d'une science ou d'un domaine. Et donc, en fait, la science, elle progresse par crise, donc ce sont des changements de paradigme. Par exemple, dans le cas de la relativité restreinte, ça a été, on a remis en cause l'invariabilité du temps, qui est pourtant, dans notre monde sensible, hyper forte.
Ça a été très violent, hein. Il faut imaginer qu'il fallait sauter le pas et remettre en cause ça. Et donc les méthodes restent en fait. C'est-à-dire qu'Einstein a dit ah ben moi, réfutez-moi. J'énonce ça, et dites-moi que j'ai tort. Et en fait, pour l'instant, on n'a toujours pas réussi à dire qu'il avait tort. Peut-être qu'à un moment, on arrivera là-dessus, et puis il faudra sortir d'autres modèles. Ce qui est intéressant, c'est que ces méthodes, elles aident à distinguer ce qui fait science et ce qui fait doxa, c'est-à-dire un ensemble de croyances, d'idées dites non objectives chez Husserl. Par exemple, une religion ne s'appuie pas sur des bases méthodologiques, et donc il n'y a pas de réfutabilité dans une religion, et donc une religion est un élément culturel. Alors un petit warning, parce qu'en tant que médiateur, vous allez être amené à discuter avec des gens qui ont leur référence culturelle. Remettre en cause des éléments culturels de quelqu'un directement et assez brutalement, ça bloque la personne, parce que ce sont ses bases. Elle s'appuie dessus, et donc forcément, elle va réagir fortement si on essaye de saper ses bases. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on ne se situe pas sur le même plan. Donc quand un élève, par exemple, va dire « Ah ouais, mais moi je crois que… », on va lui dire « non, parce que nous, dans notre paradigme, qui est le paradigme de la science, qui est le paradigme qu'on va utiliser à l'école, ou qu'on va utiliser à Cosmocité, eh bien, on se place dans ce monde-là. Tu as le droit de croire, pas de problème, mais par contre, nous, on va travailler dans ce monde-là. » Et ça permet de décaler, ça permet d'éviter des réactions violentes de refus, parce que la personne se sent en danger. Et on a tous des éléments culturels qu'on n'a pas envie de voir remis en cause. Alors, un point qui est extrêmement important, c'est la notion d'incertitude. Et pour trancher les débats sur est-ce que tel modèle est plus juste que tel autre modèle, il faut parler d'incertitude. En fait, toute mesure comporte une part d'incertitude, même les meilleurs instruments. L'horloge atomique du laboratoire temps-fréquence de Paris a une précision de l'ordre de 10-18 secondes. Je ne sais plus quelle est la dérive, mais elle est vraiment très très faible. Mais il y a quand même une incertitude. Et souvent, on a tendance à confondre incertitude et biais. Alors, l'exemple de la cible, je la trouve très intéressante, c'est-à-dire qu'une incertitude, ça concerne la dispersion des points, alors que le biais, ça fait que les points ne sont pas au centre. C'est-à-dire qu'il y a un décalage systématique dans la mesure. On peut s'amuser, hein, si vous faites, dans une classe, je l'ai fait plusieurs fois, de leur dire, vous prenez une personne et puis toute la classe la mesure, et vous avez une incertitude. Vous allez voir, il y a une distribution des valeurs qui est assez étonnante. C'est assez étonnant parce que même à l'échelle d'une classe, on tombe sur une gaussienne. Ça marche assez bien. Donc finalement, cette loi des grands nombres, elle fonctionne assez bien. Et puis si on revient sur la notion de modèle, il y a des modèles physiques au sens matériel du terme, il y a des modèles numériques, ça c'est important. Et derrière une modélisation mathématique, souvent, on fait des approximations. On passe notre temps à faire des approximations. Donc, au collège, au lycée, parfois à l'université, on a des solutions exactes, d'équations exactes. Souvent, c'est des systèmes pas très intéressants. Après, on peut aller plus loin, et puis on a des solutions approchées d'équations exactes. Ça arrive assez souvent, surtout quand les équations ne sont pas linéaires. C'est des systèmes qu'on appelle non intégrables. Et donc, dans ces cas-là, on s'arrange comme on peut. Souvent, et notamment avant, parce qu'on n'avait pas d'outils numériques, on linéarisait. On passait notre temps à linéariser. D'ailleurs, si vous avez fait des études scientifiques, vous avez peut-être passé votre temps à linéariser. Par exemple, les conditions de Gauss, lorsque vous faites de l'optique géométrique, c'est une linéarisation des lois de Snell-Descartes. Donc, quelque part, sans vous en rendre compte, vous avez passé votre temps à linéariser. Et cette linéarisation, elle est critique parce qu'en fait, on va voir qu'elle élimine tout un tas de solutions. Et puis, bien sûr, le cas le plus courant, c'est des solutions approchées, d'équations approchées. Donc là, ça flotte un peu. On fait ce qu'on peut. Et ça s'appelle la recherche. Et puis, c'est assez compliqué, mais on essaye quand même d'aller au plus précis. Et puis, comme je le disais, il y a des facteurs psychologiques. Si vous regardez les deux points, ils ont la même taille. Or, à la première vue, on ne les voit pas avec la même taille. Donc, ces facteurs psychologiques, ce sont des systèmes et qui touchent tout le monde. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire « moi, je n'ai pas de biais cognitif ». Et d'ailleurs, quand je parle à des enfants, je leur dis « bon, voilà, on va poser les choses. Moi, j'ai des biais cognitifs.
Et tout de suite, ça les rassure. Ah bon, bah, si vous en avez, moi, je peux en avoir aussi. J'ai le droit. Donc, ça rassure et ça permet de dire. Alors, dans les facteurs psychologiques, dans les biais cognitifs, il y a le biais de confirmation. On a tellement envie de trouver un truc qu'on le trouve. Ben non, pas toujours. Il y a toutes les notions de préconception et de référence culturelle. Il y a des effets de groupe aussi. On est un certain nombre de personnes à vouloir trouver quelque chose, et ben on le trouve. Voilà. Il y a les dissonances cognitives qui nous empêchent d'aller chercher des choses. Il y a des biais d'illusion de connaissance qui sont extrêmement importants. Et donc c'est vraiment ces biais-là, il faut être conscient qu'on les a tous, et que il faut qu'on fasse attention à ne pas se laisser prendre. Alors une fois qu'on a dit ça, le travers, c'est de tomber dans le scientisme. Parfois on dit scientisme benet. C'est de dire que tout est science. Ça, c'est assez compliqué parce que, en fait, il est des endroits où, en tout cas, quand on va parler d'humain, où les sciences telles qu'on les a conçues ne s'appliquent plus puisqu'on est dans les sciences humaines et sociales. Et que là, les méthodologies ne sont pas tout à fait les mêmes. Et donc, il faut faire extrêmement attention à ne pas tomber dans le scientisme, notamment quand les modèles qu'on utilise sont des modèles linéarisés. Parce que très très souvent, ils ne sont pas tout à fait justes. Ils sont linéarisés, ils valent pour ce qu'ils valent. Bien sûr, lorsqu'on fait des expériences, elles sont forcément limitées. Et il y a un point qui est extrêmement important, c'est que quand on fait un échantillonnage, par exemple en médecine, pour voir un phénomène, notre chaîne d'échantillons, il est limité, par essence. Et donc, il y a des biais d'échantillons. Et ces biais d'échantillons, je peux vous dire qu'en médecine, ils sont extrêmement difficiles à contrôler. Parce qu'on est sur une population donnée, éventuellement même régionalement, on ne va pas avoir les mêmes caractéristiques, etc. Donc, c'est vraiment pas simple. Et donc, les gens qui se positionnent dans un scientisme en disant on va tout expliquer, etc. Et donc, forcément, ce qu'on a trouvé est juste. On parle vraiment de scientisme benet et c'est une attitude qui est très dangereuse parce qu'en fait, ça enlève toute capacité de critique. Alors, vous allez voir, il y a des développements récents d'un domaine qu'on appelle la physique non linéaire qui modifie beaucoup ces choses-là. En fait, les modèles, quand ils ont été linéarisés, ils font correspondre une condition initiale à une solution. Et donc, ça veut dire que notre flèche elle peut aller dans les deux sens. Donc finalement, les abductions marchent bien dans les modèles linéarisés. En physique non linéaire, c'est autre chose. Or, les systèmes dans lesquels on évolue, les systèmes réels, sont très généralement non linéaires. Ce qui veut dire qu'une condition donnée, à la précision de mesure près, peut donner plusieurs solutions. Alors ça donne des phénomènes comme, par exemple, l'effet Larsen, c'est un effet non linéaire. C'est un modèle d'amplification bouclé qui va faire que votre micro, tout d'un coup, diverge et fait un bruit assez horrible. Les cycles d'hystérésis, où en fait, selon la direction qu'on prend pour parcourir une courbe, on ne va pas avoir les mêmes résultats, et ça, ce sont des points vraiment importants. Et puis, il y a le modèle de Lorentz, qui est le modèle convectif, donc qui permet de créer des nuages type cumulonimbus, qui est un modèle qui est un peu le paradigme des modèles non linéaires. Alors, un modèle non linéaire, c'est un modèle qui est basé sur des équations différentielles dans lesquelles il y a un terme, au moins, qui est non linéaire. Là, c'est le produit x de t fois z de t dans ce cas-là. C'est ça, ce terme non linéaire, en fait. Et ce terme non linéaire-là, et puis il y a un terme y de t, x de t fois y de t aussi là, ce terme non linéaire-là va générer des systèmes qui, bien qu'étant déterministes, au sens où on peut écrire des équations, sont non prédictibles. Alors en général, quand on dit oui, on fait du déterminisme non prédictible, ça commence à poser problème. En fait, ça vient d'un phénomène qu'on appelle la sensibilité aux conditions initiales. Cette sensibilité aux conditions initiales vient du fait qu'on n'a jamais une précision de mesure infinie. On a une incertitude sur notre mesure. Or, les solutions, pour deux conditions initiales infiniment proches, peuvent diverger de manière exponentielle. Et c'est ça qui caractérise la non-linéarité. Un point qui est important, c'est que ça se fait dans des bornes, c'est-à-dire qu'on ne va pas n'importe où, on ne génère pas de solution impossible. On ne rend pas l'impossible possible avec la non-linéarité. On ne sait juste pas prévoir. C'est ce qui se passe en météorologie ou en climat. C'est-à-dire qu'on a des
des difficultés à prévoir exactement le temps qu'il va faire au-dessus de Grenoble dans 5 heures ou dans 3 jours. Par contre, on sait que s'il fait 10 degrés, il ne va pas neiger. Ça, c'est pas possible. Voilà. Il n'y a que les intelligences artificielles qui peuvent sortir des trucs comme ça si on ne fait pas attention. C'est pour ça qu'en ce moment, Météo France a quelques soucis. Alors, il y a un exemple qui est très facile à réaliser, c'est le pendule à 3 aimants. En plus, c'est très rigolo. Donc, vous prenez un pendule avec un aimant et puis vous le mettez entre 3 aimants. Et puis, si vous faites ça avec des enfants, vous essayez de leur dire, on part toujours de la même condition et on essaye de voir vers lequel des puits de potentiel, donc vers lequel des aimants, l'aimant s'arrête. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des conditions. Donc ça, c'est une simulation des conditions initiales pour une vitesse nulle au départ. Et on voit qu'il y a des zones où on est incapable de prévoir où ça va aller. Alors, ce sont des zones qui ont des structures dites fractales. Vous avez peut-être déjà entendu ce mot. En fait, c'est des zones où plus on zoome, plus la structure va rester la même, en fait. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et en fait, on pourrait exprimer ça que la condition A, avec un plus ou moins delta A, qui est en fait l'incertitude de mesure, peut donner plusieurs solutions, alpha, bêta ou gamma, même quand la limite de A tend vers 0, de delta A tend vers 0. Et ça, c'est vraiment caractéristique des phénomènes non linéaires. Ça veut dire que notre inférence au début, ou notre déduction, en fait, on a P qui donne Q, ou V, ou W, etc., etc. Et donc là, on commence à avoir des phénomènes un peu bizarroïdes. Avec effectivement ces cycles d'hystérésis, par exemple, quand on regarde l'écoulement autour d'une aile d'avion, la portance est fonction de l'angle d'incidence. Donc en gros, savoir si votre aile d'avion va permettre à l'avion de décoller. En fait, si on change l'angle comme ça, il y a un moment où la portance va diminuer fortement. Et quand on va rediminuer l'angle, le raccrochage, le moment où la portance va réaugmenter, se fait pas au même angle que le décrochage. Ça, c'est ce qu'on appelle un cycle d'hystérésis. C'est typique, ça ne peut exister que dans un monde non linéaire. Ce qui veut dire que dans votre modèle, si vous linéarisez toutes vos équations, vous éliminez tous ces phénomènes-là. Vous ne les voyez plus. Donc ça, c'est un vrai problème. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on revient à ce qu'on a dit là, c'est-à-dire que là, on a des courbes, on va quand même on voit qu'il y a des endroits, dans les zones fractales, il y a des endroits qui sont quand même plutôt plus rouges, plutôt plus jaunes, etc. On va pouvoir parler en termes de probabilité. On va faire une description qu'on appelle stochastique. Donc, si on a un système qui est déterministe mais non prévisible, on peut toujours décrire des choses, mais sous forme stochastique. Ça reste borné, donc on reste dans un univers qui est possible, on ne va pas dans l'impossible. Et donc, par exemple, si on prend l'exemple du système climatique, il est non linéaire, il est non entièrement prédictible, mais par contre, tous les indicateurs stochastiques, tous, vont vers un réchauffement. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, on peut dire que la probabilité que le réchauffement soit nul est quasi certaine. Donc là, on va se positionner, alors souvent, on va dire à 3 sigma, à 4 sigma, à 5 sigma. Donc, c'est cette fameuse courbe de Gauss. Et à 3 sigma, on est à 99,7% de sûreté, etc. Donc, on parle en termes probabilistes. Si on parle de risque d'accident nucléaire, on ne s'arrête pas à 5 sigma. On va plus loin. Parce que les conséquences peuvent être vraiment importantes. Donc attention, souvent, quand on veut faire une détection, on s'arrête à 3 sigma. Dans d'autres cas, on va à des niveaux de sûreté qui sont plus importants. Mais on parle en termes statistiques. Et ça, c'est vraiment une bascule qui est importante. On est dans un modèle qui est déterministe, mais qui est non prédictible, et donc on va parler de modèles statistiques. Ce qui permet de contrer l'argument qui est de dire « Oui, vous ne savez même pas prévoir la météo, comment vous pouvez prévoir le climat à 20 ans ?» Je l'ai déjà entendu. Hein. Et dans ce cas-là, vous pouvez dire « Oui, mais statistiquement, il y a 0 chance que le réchauffement ne soit pas dû à l'homme, ou quelque chose de minime. » Et donc, ça, c'est impossible. C'est comme... Il y a une blague, on dit en mécanique quantique qu'on peut passer un tunnel de potentiel. Effectivement, statistiquement, si on essaye de passer à travers un mur, la probabilité de passer à travers un mur n'est pas 0. Mais enfin, elle est tellement petite que je ne tenterai pas le coup. Voilà, c'est vraiment comme ça qu'il faudrait... Et quand je dis tellement petite, c'est vraiment... c'est quasi 0. Donc ça, c'est un point important. Alors, un dernier point pour finir, et c'est la turbulence. La turbulence, en fait,
C'est un phénomène, si vous regardez l'Isère, on voit des phénomènes de turbulence dans l'Isère, là, surtout quand il y a beaucoup d'eau. C'est le cas d'un système très complexe, c'est-à-dire que dès qu'on a de la non-linéarité, on a la capacité d'avoir un système complexe, mais dans certains cas, ça devient extrêmement complexe. Et en fait, on ne peut plus poser une description déterministe. Ce qui fait que dans ce cas-là, on va aller chercher des échelles caractéristiques, spatiales ou temporelles. Il y a l'idée, par exemple, ce qu'on appelle la cascade de Kolmogorov, vous en avez peut-être entendu parler, où en fait on se rend compte que les tourbillons dans un système vont diminuer en taille si on ne réalimente pas le système. En fait, on voit que c'est ce qu'on appelle donc la dissipation vers les petites échelles de structures à grandes échelles. Et donc, quand c'est turbulent, on essaye de trouver comme ça des échelles en temps, en fréquence, ou de manière spatiale ou en fréquence spatiale. Donc ça, c'est vraiment important, parce qu'il y a beaucoup de systèmes qu'on étudie qui sont des systèmes turbulents. La turbulence peut apparaître quand la complexité devient très très grande. Alors, pour conclure, la science, il n'y a rien d'absolu. Mais il y a des méthodes qui permettent de distinguer des énoncés scientifiques et permettre de distinguer les énoncés scientifiques avec d'autres énoncés, notamment des énoncés religieux. On est fortement impliqué dans des processus inductifs ou abductifs Et le point clé, c'est la réfutabilité. S'il n'y a pas la réfutabilité, on peut déjà dire que ce n'est pas très scientifique. Si elle y est, ça ne veut pas dire que c'est scientifique, mais en tout cas, c'est une première condition. Donc c'est vraiment à considérer comme une condition nécessaire. Donc Karl Popper, il a vraiment fait quelque chose de fondamental. Le processus est forcément imparfait, et donc un énoncé reste vrai tant qu'il n'a pas été contredit. C'est quelque chose de fondamental, il faut vraiment y aller. Mais on ne peut pas le contredire n'importe comment. C'est vraiment important, et notamment quand on va parler en physique non linéaire, où on va commencer à travailler sur des processus stochastiques, et donc contredire devient complexe. Et quand on va parler stochastique, attention, parce que parfois, quand on ne connaît pas le phénomène, on regarde des données, et puis on se demande si elles vont être corrélées. Alors on fait des corrélations, et puis, on trouve une corrélation. En fait, des corrélations n'impliquent pas causalité. Ça, c'est vraiment important. Il y a même un site qui s'appelle Spurious Correlation, qui est assez drôle, parce qu'on voit des corrélations avec le nombre de chômeurs et la consommation de chocolat, qui sont aberrantes. Donc attention, lorsqu'on a une corrélation, ça peut être un signe, mais il faut une phénoménologie derrière sur laquelle s'appuyer. Voilà, je vais conclure là-dessus. Et puis, j'espère que vous avez des questions et puis que ça vous permet de démarrer cette école sur la médiation. Merci beaucoup. En fait, je vais surtout te laisser le micro et on va faire passer un dans la salle pour des questions. Super. Est-ce que vous pouvez revenir sur la réfutabilité et donner 2 exemples, quelque chose qui est réfutable et non réfutable, parce que je crois que c'est une notion que j'ai encore du mal à saisir. Ouais, c'est... Alors, où est-ce que j'ai la réfutabilité ? Là, voilà. On va prendre l'exemple pour quelque chose qui est non réfutable de l'astrologie. L'astrologie, on va vous dire, voilà, si vous êtes né dans le signe du poisson, vous allez vous cogner le pied gauche dans la journée. En fait, cet énoncé, il est non réfutable au sens où il n'y a pas toutes les données autour et il n'y a pas moyen de produire un dispositif expérimental qui va permettre de le vérifier. Et donc ça, c'est un énoncé qui est non réfutable. Par contre, quand je dis tous les corbeaux sont noirs, et donc je vais faire de l'observation pour essayer de vérifier si je trouve une exception. Donc le processus inductif, il va me dire oui, tous les corbeaux sont noirs, jusqu'à ce que je trouve un corbeau blanc. Et donc quelque part, là, on a la capacité à réfuter cet énoncé. Ce qui fait que, en fait, quand on énonce quelque chose, il faut donner toutes les conditions dans lesquelles on a travaillé pour qu'une réfutabilité puisse apparaître dans les mêmes conditions. Donc ça, c'est vraiment important. Donc faire un énoncé réfutable, c'est qu'il puisse y avoir une observation ou une expérience qui peut contredire ce qui a été fait. Par exemple, il y a quelques années, il y a eu
un mouvement de panique presque, où tout d'un coup on avait trouvé des particules qui allaient plus vite que la vitesse de la lumière. Ça se passait en Italie. Et la grosse panique, comment ça, des particules qui vont plus vite que la vitesse de la lumière. Donc le fait de dire on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière, là on peut dire si on trouve quelque chose qui va plus vite que la vitesse de la lumière, on réfute. Donc avant de mettre en émouvette tous les modélisateurs de la planète, les gens ont vérifié leur dispositif expérimental. Et effectivement, ils ont trouvé, il y avait un câble coaxial qui était mal branché, qui faisait une petite capacité résiduelle et qui a généré ce faux signal, en fait. Donc là, vous voyez, il faut tout le dispositif expérimental. Donc ça veut dire que quand on monte l'expérience, quand on monte le dispositif, il faut qu'on ait la capacité à dire ça a été fait dans ces conditions-là. Voilà, donc quelque part, n'est réfutable que quelque chose qui peut être vérifié par un dispositif ou par une observation. Ou contredit, d'ailleurs. Oui. Ouais, je suis juste très curieux de ce que vous avez dit sur le truc en double aveugle. Il y a un journal qui s'amusait à faire à un moment une période en double aveugle, une période pas en double aveugle, auteur-reviewer, et il y a eu une analyse... Oui, il y a eu des tests, oui. Et comment ils ont fait après l'analyse de la qualité des papiers qui ont été publiés? C'était en nombre qui ont été retirés après ou quelque chose comme ça? Je ne sais pas exactement comment ils l'ont fait. Je sais qu'il y a eu des expériences. Oui, je pense que c'est... Je pense qu'ils ont refait... En fait, ils ont testé en parallèle le double aveugle et le processus habituel, en fait. Et ils ont vu quel papier passait, quel papier passait pas. Donc oui, il y a eu des expériences. J'ai plus les références en tête, il faudrait vérifier. Mais oui, il y en a eu. Et effectivement, les résultats étaient très mitigés. Ils pensaient que ça allait être mieux et ils voulaient aller dans cette direction-là. Ils se sont juste dit on va tester avant. Et finalement, ils sont revenus sur leur décision. Donc il faudrait revérifier les références. Je les ai plus en tête là, je suis désolé. Non, pas de souci, mais c'est juste que c'est vrai que c'est curieux parce que on a envie quand même d'aller vers du double avec parce que il y a quand même quand on est reviewer, si on voit le nom de quelqu'un de connu, il y a quand même une influence qui est notable et on aurait envie d'aller vers le double avec quoi. C'est pour ça que je trouve ça. Oui, alors en fait ça remet de l'humain dedans. C'est-à-dire que quelque part on sait que malgré tout on a des biais. Et que c'est vraiment une manifestation de l'imperfection du processus, en fait. Et que finalement, on s'est rendu compte que l'appartenance à une institution était une meilleure sécurité que le double aveugle en soi-même. Ça veut dire que le processus de review, il est flottant. Hein. Ça veut dire qu'en fait, il n'est pas si bien fait que ça, parce que de toute façon, quand on relit un article, on n'a pas le dispositif expérimental sous la main. Donc on ne peut pas revérifier exactement ce qu'ils ont fait. Donc quelque part, il y a des trous dans la raquette à ce niveau-là. Et donc finalement, ce que ça a montré, c'est qu'il vaut mieux que ce soit fait dans une institution qui est établie et qui donc va aussi, je dirais, servir de surmoi aux chercheurs plutôt que de faire du double aveugle pur. Donc en fait, à mon avis, c'est une caractéristique de l'imperfection du processus de revue. C'est pour ça qu'un seul papier fait pas corpus. Il faut un ensemble de papiers indépendants les uns des autres. Quand on parle de la controverse Allègre-Courtillot, on pourrait considérer que Allègre et Courtillot sont deux sources indépendantes. Mais quand on sait qu'il y en a un qui est le gendre de l'autre, c'est plus deux sources indépendantes. Merci. Donc j'ai une question sur deux points que vous avez abordés où, en fait, je ne sais pas comment est-ce qu'on concilie le fait de se dire, effectivement, il ne faut pas rentrer dans les gens, il faut se dire, voilà, on n'est pas sur le même plan, nous, on a des méthodes, et puis c'est comme ça, il faut toujours se placer bien dans le corpus quand on réfléchit. Et d'un autre côté, se dire que on lutte contre ce relativisme dont vous parliez et qui gagne, moi j'ai le sentiment, beaucoup de terrain en ce moment dans des domaines très vastes de la société. Et je suis un peu inquiet de ça et je ne sais pas exactement comment est-ce qu'on est censé faire pour lutter intelligemment contre ça. Alors, ça c'est une question... il va falloir prendre 3 heures. Non, c'est une question très complexe. En fait, le fait déjà de décorréler les plans sur lesquels on travaille, ça permet de travailler tranquille dans son paradigme. Et ça permet que, souvent un enfant d'ailleurs, que l'enfant qu'on a, ou l'adolescent qu'on a en face de nous,
se sentent confortables pour travailler en lui disant non, mais c'est un paradigme, toi tu as tes croyances, tu les gardes. Voilà, très bien, tu as le droit. En fait, ça lui permet malgré tout d'écouter ce qu'on dit. Mais après, ça nécessite beaucoup de temps et ça nécessite d'ouvrir le dialogue. Donc quelque part, le problème qu'on a, c'est qu'il faut, je dirais, augmenter le niveau de dialogue. Et ça, c'est quelque chose de délicat. Et je pense qu'un des autres symptômes de ça, c'est ce qui s'est passé hier, c'est qu'on a besoin d'augmenter le niveau de dialogue, parce que sinon, on se bloque dans ses propres référents, y compris en dépit de toute réalité observable. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Et on remarque d'ailleurs que dans tous les régimes autoritaires, il y a un rapport à la réalité qui est assez particulier, pour ne pas dire autre chose. Et donc, ce qui caractérise un régime autoritaire, c'est aussi ce rapport à la réalité. Donc en fait, réinstaurer le dialogue, ça permet de réancrer dans le réel ces gens-là. Et dans l'observation, donc dans tout ce processus d'échange entre l'observation et la modélisation. Hors référence culturelle, ou en autorisant à garder ces références culturelles. Bien sûr, parfois, ça va générer une dissonance cognitive chez les personnes qu'on a en face de nous. Mais parfois, cette dissonance cognitive, elle est acceptable, elle n'est pas trop grave. Et donc, il y a des gens, il y a des gens qui sont croyants et qui vivent très très bien avec l'idée de faire de la physique, voire de la cosmologie. Ils trouvent comment résoudre cette dissonance cognitive, en fait. Mais ce qui est certain, c'est que s'il n'y a pas de dialogue, eh bien, on a tendance à se rédifier, c'est pas beau, non, à être plus raide sur nos référents culturels, plutôt que d'aller se positionner dans cette démarche scientifique. En fait, l'idée, c'est de leur dire, vous avez le droit de garder vos référents culturels, mais venez pour un temps dans notre référent. Et ce venez pour un temps, vous allez voir qu'en fait, c'est pas n'importe quoi ce qu'on fait. On le fait par rapport à une expérience de la réalité. Et donc là, on a la capacité, malgré tout, à amener une personne vers des méthodes scientifiques. C'est absolument pas une méthode qui marche à tous les coups, c'est du recommencer à chaque fois. On peut se planter, et donc là, oui, c'est vraiment très complexe. Oui. Mais je pense que c'est le seul moyen. Enfin, en tout cas, je n'en ai pas trouvé d'autre. Juste, je me permets, par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de voir Pierre Léna, donc l'astrophysicien, qui disait qu'il avait été invité dans une grande université chinoise, et puis les dignitaires lui demandent, mais en fait, nous, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir faire en sorte qu'il y ait un prix Nobel de physique qui soit remporté par la Chine, et comment nous, en tant qu'État, on peut le faire. Et il leur a dit, mais en fait, c'est impossible, vous êtes un État autoritaire, c'est même pas la peine d'y penser en termes, c'est pas vous qui allez générer ça, c'est totalement impossible. Et justement, remettre la question de la liberté, je trouve que ça fait vraiment écho à ce que tu dis. Complètement, oui, complètement, tu as complètement raison. Oui. Ah, il y avait une question au fond. Ouais. Donc je ne sais pas si elle est déconnectée, mais c'est par rapport au collège. Alors je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. On entend la méthode, souvent la méthode scientifique, on la résume à observation, hypothèse, expérimentation et conclusion, etc. Et en fait, est-ce que ça rejoint ce que vous étiez en train de dire avec d'autres mots, ou est-ce qu'on peut la généraliser à toutes les sciences? Enfin, sûrement non, pas aux sciences sociales, mais enfin voilà, qu'en est-il de cette méthode dont on parle au collège, peut-être encore? Alors. Oui. La méthode dont on parle au collège, c'est ça, en fait. C'est observation, expérimentation, etc. Et puis modélisation. Le problème au collège, c'est qu'on ne l'applique pas. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans un discours contradictoire, notamment parce que très souvent, on fait des abductions. On fait des inférences, alors c'est ce qu'on appelle des inférences naïves. C'est-à-dire, on dit, on a eu un précipité blanc, donc tu avais du carbonate de calcium, ou des choses comme ça. Donc quelque part, on est dans une dissonance propre où on prône une méthode qu'on n'applique pas nous-mêmes. Donc ça, il faut faire extrêmement attention. La méthode, et c'est ce que font les médecins par exemple quand ils font du diagnostic, c'est de croiser les abductions. C'est-à-dire qu'on fait des abductions, mais on les croise. C'est-à-dire qu'il va dire, vous avez un symptôme là, et puis vous avez un autre symptôme là, et puis vous avez un autre symptôme là. Et c'est la somme de ces symptômes qui va amener à un diagnostic. Donc en fait, c'est des abductions multiples qui vont permettre d'avoir une solution unique. Et ça, on le fait très rarement au collège, parce qu'on n'a pas le temps.
Donc en fait, il faut être très prudent sur ce qu'on fait dans une classe de collège. C'est que très souvent, on squeeze une partie de la démarche parce qu'on n'a pas le temps et on dit on a montré que il y avait du carbonate de calcium. Non, non. En fait, on a trouvé un indice qui peut laisser penser qu'il y a du carbonate de calcium. Mais il faudrait trouver d'autres expériences, d'autres dispositifs pour le prouver vraiment. Et donc ça, c'est quelque chose qui, à la Maison pour la Science, on essaye vraiment de rendre les enseignants conscients de ça, de manière à ce qu'ils évitent une science au collège qui est trop hors-sol. C'est-à-dire où on va dire oui, mais il faut suivre la méthode scientifique, et en fait, sans s'en rendre compte, on ne la suit pas. Parce qu'on fait des inférences naïves. Et donc ça, c'est vraiment un souci, et on a à travailler, parce qu'il n'y a pas de recette miracle, on a à travailler pour améliorer les choses. Mais on essaye, dans les formations qu'on fait à la MPLS, par exemple, de bien sensibiliser les collègues. Et Evelyne Chevigny, qui a fait des formations sur l'esprit critique avec moi, est très sensible à ça. Donc on travaille beaucoup à éviter ces biais-là. Donc oui, il faut faire attention à ça. Ce qu'on appelle les inférences naïves. On peut peut-être prendre une dernière question. On s'arrête là, s'il y a plus de cas. Une dernière question. Bon, déjà, merci beaucoup pour votre présentation. C'était très clair, très complet. Ça aide beaucoup. Moi, j'avais une question sur le corpus. Donc, vous le disiez, on constitue des corpus pour établir une vérité scientifique stable. On sait que le nombre de revues scientifiques, le nombre de papiers scientifiques, il augmente très vite, de manière complètement exponentielle. Comment est-ce qu'on continue à faire de la bonne science, à faire de la science stable, dans un bruit qui continue à augmenter et qui augmente de plus en plus vite ? Ah. On n'est pas sorti de l'auberge. Effectivement, le nombre de papiers augmente beaucoup. Alors, peut-être qu'une des solutions, c'est de diminuer le nombre de papiers. C'est-à-dire que c'est d'éviter d'évaluer les chercheurs sur la quantité de papier qu'ils produisent. Peut-être que faire un peu plus de qualitatif pourrait être intéressant, mais le qualitatif, c'est compliqué. Ça prend du temps, il faut lire les papiers. Alors que faire un indice H ou l'indice je ne sais quoi, c'est automatique. Alors il y a des gens qui vont répondre « Ah ouais, mais l'intelligence artificielle va nous aider ». Voilà, dans l'intelligence artificielle, il y a artificiel. Donc je ne suis pas convaincu que ça puisse être la solution. Moi, je serais partisan de mettre le pied sur le frein sur les publications, mais ça, c'est une opinion personnelle. Et comment dire, c'est pas une vérité scientifique. Ensuite, je trouve que la démarche qui a été mise en place lorsqu'il y a un enjeu majeur au niveau sociétal, la démarche qui a été mise en place par les gouvernements pour le GIEC, est particulièrement intéressante parce que des papiers en climatologie, il y en a des paquets et ils ont fait un travail incroyable en 6 étapes, puisqu'on en est au 6e rapport. Il y a des gens qui ont sacrifié une quantité de temps absolument faramineuse à faire ce travail-là parce que l'enjeu est majeur. Je pense qu'il y a des domaines où on pourrait le faire. Il y a des domaines, je sais pas, sur la biodiversité. Alors il y a l'IPBES qui fait à peu près le même travail. Il y a sans doute d'autres secteurs dans lesquels on pourrait, effectivement, il y a un écho, dans lesquels on pourrait utiliser ces méthodes-là, c'est-à-dire de temps en temps réunir les experts dans leur position d'experts, et si possible sans conflit d'intérêt, sur un domaine pour arriver là. Mais effectivement, il y a tout un tas de questions autour. Il peut y avoir des conflits d'intérêts. Il peut y avoir, lorsqu'on est une entreprise privée qui a besoin de vendre quelque chose, il y a automatiquement un conflit d'intérêts. Donc voilà, à mon avis, la solution, elle est double. C'est ça, c'est de freiner. C'est finalement, dans une carrière de chercheur, on se rend compte que sur les papiers qu'on a faits, il n'y en a pas énormément. Il y en a qu'on aurait pu réunir en plusieurs papiers. Il y en a Darwin, il a fait 3 publications dans sa vie. Bon, on en parle encore. Donc finalement, on a peut-être besoin, en termes de publication, de mettre le pied sur le frein. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Je crois que Il y a un petit espoir de ce côté-là grâce à nos amis éditeurs qui ont augmenté drastiquement leur prix. C'est une raison économique
avec aussi le mouvement vers la science ouverte, qui fait que, par exemple, le CNRS a demandé explicitement à ses commissions d'évaluer les gens non plus sur les papiers et l'éditeur chez qui ils publient, et le nombre de papiers, mais sur la qualité de leur travail. On verra si ça... Voilà, c'est un espoir et je souscris complètement à ce que tu dis. Merci beaucoup Mathieu, merci vraiment pour cette présentation.